si le Congo n'avait pas lâché le FLEC justement pour s'allier avec le MPLA, peut-être que justement ça n'aurait pas permis au MPLA de venir justement soutenir un certain nombre de personnes au Congo lors de la guerre de 97. Et peut-être que l'issue allait être totalement différente. En novembre 1975, après de violents conflits, l'Angola déclare son indépendance en incluant le Cabinda à l'intérieur comme partie intégrante. Alors que cette ville reste éloignée de l'Angola et surtout collée à la République démocratique du Congo et à la République du Congo, on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'Angola arrive à avoir un État aussi loin. Depuis, beaucoup de gens disent que Marien Ngouabi aurait vendu le Cabinda aux Angolais ou du moins aurait cédé le Cabinda aux Angolais. D'autres disent que non, le Cabinda n'a jamais eu de point commun avec le Congo. Ou encore, les Cabindais eux-mêmes disent que le Cabinda est un État qui aurait dû être indépendant. Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions fondamentales. La première, à savoir si le Cabinda devrait justement être une région qui allait appartenir à la République du Congo. Aussi, pour savoir si le Cabinda est logiquement aujourd'hui comme ça devrait l'être, c'est-à-dire qu'avec l'Angola. Ou encore, si finalement le Cabinda devrait être indépendant. Nous allons répondre à toutes ces questions de manière claire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir et de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Vous avez aussi différentes autres manières de nous soutenir. C'est de partager la vidéo, mais surtout, c'est de nous rejoindre en choisissant une formule pour soutenir nos travaux afin qu'on puisse produire encore du contenu pour édifier et éveiller la jeunesse africaine de manière générale. Jingle. Bom dia, amigo, comment va? Vous remarquerez très rapidement que le Cabinda parle portugais, pendant que le Congo, lui, parle français. Le Cabinda parle portugais comme l'Angola. En République du Congo, on parle français. Donc on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on se dit qu'à un moment donné, le Cabinda devrait être finalement du côté de la République du Congo alors qu'il ne parle pas la même langue? Pour comprendre tout ça, on va faire un petit tour dans l'histoire. Vous savez bien qu'une partie de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et de l'Angola constituait le Royaume Congo. Et donc on va essayer de comprendre justement le Royaume Congo. Puisque le Royaume Congo, comme vous pouvez l'observer sur l'image devant vous, cette illustration montre bien le bordage du Royaume Congo au XVIIe siècle. Et vous remarquerez qu'il y a déjà la présence des États indépendants de Ngoyo, de Kakongo et de Luango. Ngoyo avait déjà acquis son indépendance depuis le XVe siècle. Ngoyo avait toujours été dans cette volonté justement de se dissocier du royaume parce que la perception sociale des peuples était totalement différente. Comme vous pouvez le voir évoqué d'ailleurs devant vous. Et pour comprendre justement l'émergence de Ngoyo, on va rapidement lire un petit texte. L'émergence de Ngoyo comme entité politique autonome s'inscrit dans un processus historique général qui au XIVe siècle pour les uns, au XVe pour les autres, aboutit à l'organisation des États centralisés en Afrique centrale. En fait, ce processus a bénéficié du concours de plusieurs facteurs revenant de la dynamique interne et ou des circonstances extérieures. Dans la dynamique interne, il faut prendre en considération les structures liées à l'organisation du territoire, celles qui ont trait à l'organisation de la société et celles qui favorisent les relations sociales. Les amis, vous n'oubliez pas qu'à cette époque, bien entendu, il y avait déjà des Portugais qui étaient là. Et les Portugais avaient déjà créé le chaos. Et ils ont continué à créer le chaos justement, si vous vous rappelez, en 1665, quand il y avait la bataille d'Ombuila ou la bataille de Mbuila. Tout dépend de comment est-ce que vous prenez le mot. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Vous allez comprendre, certains ont déjà compris. Après la bataille d'Ambuila, un certain nombre de peuples étaient déboussolés. Un certain nombre de peuples devaient justement s'enfuir pour aller créer des nouveaux environnements ailleurs. En tout cas, une sorte de constitution d'organisation sociale pour que les peuples continuent à survivre. Parce qu'on est aussi dans un contexte, ne l'oubliez pas, de la traite négrière et ce n'est pas facile. On est dans une période où finalement aucun territoire n'a du pouvoir sur un autre. Tout le monde doit s'enfuir. Pour comprendre justement le lien entre le fait qu'on parle de Ngoyo et du Cabinda, je vais vous afficher une carte. Vous voyez que le Cabinda fait partie de Ngoyo comme sur cette image. Ngoyo et Kakongo sont collés. Une partie de Kakongo et de Ngoyo vont constituer le Cabinda actuel quasiment. Alors la carte n'est pas exactement comme dans l'illustration, mais le plus important c'est que vous puissiez comprendre que Ngoyo est donc cet état finalement qui depuis le royaume Congo voulait déjà de son indépendance, qui finalement il y a un port à l'intérieur qui est le port donc de Cabinda qu'on appelait Kabinde. Et pour les gens qui n'ont pas la référence, il n'y a pas de hasard. Vous savez, par exemple à Pointe-Noire, il y a un quartier qu'on appelle quartier Ngoyo. Parfois vous ne connaissez pas forcément l'histoire, mais ce quartier Ngoyo a certainement bénéficié de ce nom suite à l'histoire finalement
quelque part de cette province de Ngoyo qui voulait déjà son indépendance à une certaine époque. Je vais maintenant vous afficher la carte de l'Angola pour que vous puissiez comprendre justement à quel point c'est louche. Comme vous voyez la carte, vous pouvez voir en rouge, c'est bien le Cabinda qui est loin de l'Angola. Alors on va essayer de comprendre justement pourquoi est-ce que bizarrement c'est devenu une région angolaise. Puisqu'à un moment donné, ils ne font même plus partie du Royaume Congo comme tel, puisqu'ils sont maintenant dans des états qu'on appelle Ngoyo. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils restent rattachés à l'Angola? Premièrement, il faut rappeler que le Cabinda était un point stratégique pour la traite négrière, bien entendu, puisqu'il y avait un port, le port de Cabinda. Le port donc appelé de Cabinde ou de Cabinda, qui justement a donné, qui est à l'origine du nom actuel de Cabinda. Vous savez très bien qu'il y a eu un certain nombre de ports qui ont eu une influence, mais vous avez principalement dans cette région le port de Luango, le port de Kakongo et le port de Ngoyo, qui s'appelait Cabinda, qui justement vont avoir une influence. On va lire un petit texte pour comprendre tout ça. Le rôle du port de Luango dans l'esclavage. L'histoire de l'esclavage intéresse plus particulièrement le Congo, car ce sont des côtes d'Afrique centrale, du Gabon, Luango, Kakongo, Ngoyo, Congo et Luanda, que sont partis le plus grand nombre d'esclaves, soit 44,18%, contrairement à une idée reçue qui situe le gros trafic en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez ici que comme cité, il y a un certain nombre de ports, notamment celui de Ngoyo, donc le port de Cabinda, où un certain nombre d'esclaves sont partis en masse. C'est un point clé pour les Occidentaux, c'est un point clé pour les Portugais depuis cette époque. Les Portugais ont toujours justement maintenu leur pression jusqu'à ce qu'on va avancer un peu plus dans l'histoire pour comprendre. Les Portugais n'ont quasiment plus la même influence sur la même zone qui était auparavant le Royaume Congo. Nous sommes à peu près en 1808, la France et le Portugal s'est énormément affronté, le Portugal est affaibli bien que l'Angleterre soit souvent là à ses côtés. Cet affaiblissement du Portugal a même donné naissance justement à l'indépendance du Brésil en 1825. Le Portugal essaie de trouver des moyens de se renouveler, mais ce n'est pas facile. Et l'impact justement des Portugais se fait de moins en moins ressentir. Et bien entendu, le Portugal fait partie des premiers États, ou du moins des premiers colons qui ont commencé à évoquer la notion d'abolition de l'esclavage dans les années 1836, jusqu'à ce que ce soit vraiment aboli, comme la date le mentionne, en 1848. Le Portugal va donc tenter de conserver l'Angola, qui avait totalement été dépeuplé à cause de l'esclavage. L'Angola fait partie des territoires qui ont été les plus dépeuplés à cause de l'esclavage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. On va maintenant arriver sur un point qui est très intéressant. Nous sommes aux alentours des années 1880. La présence de plusieurs colons sur les territoires commence à faire peur des uns des autres. Et pour comprendre tout ça, on va regarder un peu plus dans les détails. Le Portugal a en sa possession toujours l'Angola. Mais tout ce qui est la région de Luango, de Kakongo et de Ngoyo, le Portugal n'a plus de contrôle là-dessus. Et en 1879, vous avez un homme qui s'appelle Henry Morton Stanley, ou souvent appelé Stanley Pool, qui va justement lui commencer ses explorations et installer un certain nombre de postes commerciaux tout le long du fleuve Congo, du côté de la RDC. Ça va lui permettre de commencer à occuper petit à petit des territoires. Vous arrivez aussi en 1880, un autre homme qui lui, à son tour, est maintenant français, qui s'appelle Pierre Savorgnan de Brazza, qui va donc rencontrer justement le Îlot Ier pour pouvoir faire un traité pour pouvoir occuper l'espace de Mbé et créer le premier poste à Mfoua, actuel Brazzaville. C'est donc la bataille du plus rapide à occuper les territoires forcément. Et bien entendu, les Portugais avaient de plus en plus peur parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde est en train d'occuper les territoires, et quand ils voient que les Anglais aussi veulent à tout prix s'y mettre, c'est compliqué. Et nous sommes en 1883, quand le Portugal et l'Angleterre apprennent que la France a signé un traité avec les chefs de Punta Negra, l'actuelle Pointe-Noire en République du Congo. Traité signé, je le rappelle, le 21 juin 1883, qui va permettre justement à la France de s'installer militairement, sachant que la ratification du traité de Mbé avec Makoko avait été ratifiée en septembre 1882, donc quelques mois auparavant. Tout le monde a peur. Et bien sûr, le Premier ministre anglais William Gladstone préfère justement à ce moment-là se ranger du côté du Portugal parce qu'il ne veut pas être avec la France qui est un ennemi à cette époque. Les Portugais ont donc besoin de faire la même chose. Ils doivent déjà commencer à s'accélérer pour aller signer des traités comme les autres. Et c'est comme ça qu'ils vont signer le traité de Chifuma. Et le traité de Chifuma a été justement signé le 23 septembre 1883 avec le roi du Kakongo. Et le Portugal veut à tout prix sécuriser les anciens espaces qu'il occupait déjà à l'époque du Royaume Congo. C'est comme ça qu'il va signer un traité avec les Anglais. Un traité, je cite, reconnaissant la souveraineté portugaise sur la région de l'embouchure du fleuve Congo, qui va leur permettre finalement de bloquer, entre guillemets, l'accès finalement aux Français à l'océan Atlantique. Bien entendu, Jules Grévy, président de la France à l'époque, va s'opposer par rapport à ce traité. Car pour Jules Grévy, ce traité impacte directement finalement les intérêts de sa nation. Bien entendu, le roi Léopold II veut aussi
prendre part à la bagarre. L'objectif en réalité c'est quoi? C'est d'avoir accès à l'océan. Léopold II avec Stanley Poole sont en train d'occuper toute la zone de la RDC, mais ils n'ont pas nécessairement accès à l'océan. Et donc ça c'est important pour Léopold II de se dire qu'il faut qu'il cherche à occuper un petit espace qui va lui permettre d'accéder à l'océan. Vous savez, les Belges ont toujours eu l'habitude de se rajouter au conflit puisqu'ils veulent occuper des territoires. On se rappelle encore, dans l'histoire justement, on nous évoque le fait que Stanley Poole, Henry Morton Stanley, a dû affronter le sergent Malamine justement, qui avait déjà occupé, qui restait pour surveiller toute cette base de Mfoua. Malgré que De Brazza, lui, avait signé un traité, Stanley Poole, lui, s'en foutait totalement. Et forcément, la situation est en train de s'envenimer de plus en plus. Même le chancelier finalement, qui s'appelle Otto von Bismarck, donc le chancelier allemand à cette époque-là, il va avoir finalement un certain nombre d'incidents et il va décider finalement de se joindre au jeu. Mais le Portugal n'est pas bête, le Portugal sait que les guerres ne vont pas l'aider et le Portugal n'est pas une grande puissance. Le Portugal a été affaibli depuis fort longtemps et rentrer en conflit avec tout le monde ne va pas lui permettre de pouvoir occuper des territoires à un moment donné. Le Portugal va donc commencer à évoquer la notion de mettre en place une conférence qui va permettre de pouvoir discuter des questions de territoire. Et donc Otto von Bismarck va reprendre l'idée du Portugal justement, où il va convoquer la plupart de ses explorateurs avec leurs représentants à Berlin, ce qu'on appelle aujourd'hui la conférence de Berlin. Il va donc les convoquer le 15 novembre 1884. Officiellement, ce qui est dit de la conférence de Berlin, je cite, « L'objectif de la réunion est de lutter contre l'esclavage et la traite organisée en Afrique. Mais en réalité, l'objectif, c'était de trouver les moyens de découper l'Afrique sans que les gens ne se fassent des guerres. C'est ça la réalité. » La conférence de Berlin va donc se dérouler entre le 15 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885. Bien entendu, pendant que cette conférence est en train de se dérouler, le Portugal est toujours en train d'essayer de signer un certain nombre de traités déjà pour occuper les territoires. Alors, contrairement aux idées reçues, c'est pas vraiment à la conférence de Berlin qu'on a tracé toutes les cartes d'Afrique. Non, en réalité, à la conférence de Berlin, ce qu'ils ont mis, ils ont mis des points justement où chaque État avait déjà occupé l'espace. Et donc la règle était simple. À partir du moment où vous arrivez sur un espace qui n'est pas occupé, cet espace devient le vôtre. À la conférence de Berlin, on ne pouvait pas encore tracer toutes les cartes, puisque ce n'était pas encore clair les occupations d'espace. Et comme il est dit de la conférence de Berlin, la seule carte qui était claire et bien définie, c'était la carte du Zaïre, donc de la RDC. À cause de Henry Morton Stanley, la RDC était la propriété privée de Léopold II. Le Congo belge, si vous voulez, puisqu'à cette époque, ça ne s'appelait pas RDC, bien entendu. Donc dans cette dynamique, pendant la conférence de Berlin, que le Portugal était en train de signer des traités, ils ont signé un traité qui s'appelle le traité de Chicamba. Le traité de Chicamba a été signé le 26 décembre 1884 avec voilà les chefs de cette région et parfois même quelques chefs du Cabinda. Et enfin, le traité qui va le plus nous intéresser ici, c'est le traité de Simulambuco. Et ça, c'est le traité qui a été signé avec les dignitaires de Ngoyo en 1885. Ce traité disait, je cite, que Cabinda est devenu un protectorat du Portugal. Et à la suite du traité de Simulambuco, signé le 1er février 1885 entre le prince et les notables du Cabinda, bien entendu avec la couronne portugaise. À la fin de la conférence, les cartes ont été dessinées assez rapidement, les territoires sont occupés de gauche à droite, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans l'image ci-dessus. Mais il n'y a pas encore de délimitation claire, bien entendu, c'est plus des points d'occupation à chaque fois. Et comme vous pouvez le voir justement, il y avait une distinction entre l'Angola et le Cabinda. Pendant la conférence de Berlin, on ne dit pas que le Cabinda est une portion de l'Angola, ce sont deux portions totalement différentes. De la même façon qu'il pouvait y avoir des portions par exemple qui étaient découpées pour la France, même s'il y a eu une époque où on évoquait d'abord la notion de l'AEF. Et il est aussi surtout écrit sur le traité, très important, je cite, « Toute puissance peut étendre sa domination jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine ». Ce qui veut simplement dire qu'à partir du moment où, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on arrivait sur un territoire et qu'il n'y avait pas d'influence voisine occidentale, on estimait que c'était son territoire si on arrivait à convaincre les peuples qui y habitent. Tout est clair pour vous, j'espère. L'Angola était une colonie portugaise, tandis que le Cabinda était un protectorat. Alors, pour faire simple, une colonie portugaise, ça veut dire que l'Angola dépendait pleinement et totalement de l'organisation administrative du Portugal, alors que le Cabinda, c'était totalement différent. Le Cabinda était autonome, il y avait simplement un certain nombre de traités et de contrats qui fonctionnaient pour cette région-là. Et jusque-là, plus rien ne change. Plus rien ne change. Le Cabinda fonctionne toujours comme ça avec le Portugal.
Il en est de même pour l'Angola. Et nous allons arriver bien entendu en 1954. Et là en 1954, quelque chose arrive justement. On se rend compte que finalement il y a potentiellement du pétrole au Cabinda. Et donc on va faire un certain nombre de recherches et d'études. On se rend compte effectivement qu'il y a du pétrole au Cabinda. Et donc le Portugal bien entendu veut faire un meilleur suivi, une meilleure gestion. Le Portugal sait que Cabinda n'est pas sa colonie, mais le Portugal veut trouver un moyen de forer ce pétrole, de pouvoir récupérer ce pétrole et d'avoir le plein pouvoir sur ce pétrole. Voilà la réalité. Ce qui va donc se passer, c'est qu'en 1956, le gouvernement portugais va donc créer une sorte de réunion où justement ils vont mettre en place une union administrative entre Cabinda et l'Angola. Ils ont évoqué une gestion centralisée pour des raisons économiques et des raisons administratives. Dans quel contexte tout ça s'est déroulé, je ne saurais pas vous dire. Le Portugal va donc nommer un administrateur unique, normal, qui va siéger où? Naturellement à Luanda, en Angola. Et il va représenter donc l'Angola et le Cabinda. Et à cette époque, justement, l'exploitation du pétrole est même justement confiée finalement à l'administration coloniale, donc à Cab Gok. Et là, on rentre maintenant sur les parties les plus intéressantes. Le peuple du Cabinda n'est pas d'accord avec tout ça. Nous sommes à peu près en 1960. Les Cabindais ne veulent pas de toute cette puissance des Portugais. Les Cabindais ne veulent pas être assimilés aux Angolais. Ils ne veulent pas avoir la même influence que le Portugal est en train d'appliquer sur l'Angola. Un certain nombre de mouvements vont commencer à naître. Et deux mouvements vont naître justement aux alentours des années 1960. Le premier, c'est le MLEC, que je vais donc citer, le mouvement pour la libération de l'enclave du Cabinda, qui est donc mené par monsieur Louis Rank Frank. Et aussi, bien entendu, l'Alliance du Mayombe. Mais sur l'Alliance du Mayombe, on y reviendra. Et donc, c'est qu'à partir de 1960 que le Congo va commencer à rentrer en jeu avec Stéphane Thiélé qui va justement s'inquiéter de la question cabindaise. Il va justement demander aux Nations Unies de regarder cette question cabindaise. Mais tenez-vous prêts, cette action ne sera pas la seule que le Congo va mener justement sur cette question. Et justement, vous pourrez retrouver justement la documentation, hein, tout est en description. Mais il y a un document qui est très important, c'est l'Observatoire de monsieur Joseph Higuera Martin. Et donc, on va lire rapidement ce qu'il a écrit en page 10. En août 1960, sous l'impulsion de Rank Frank, l'AREC est rebaptisé Mouvement pour la libération de l'enclave du Cabinda, MLEC, faisant écho aux revendications séparatistes cabindaises dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale de l'ONU 2 mois plus tard. Le vice-président du Congo-Brazzaville, Stéphane Thiélé, exhorte la communauté internationale à se saisir du sort de la population cabindaise. Mais tandis que Rank Frank fait du lobbying international pour l'indépendance, l'histoire se précipite dans les pays voisins. Le début de l'insurrection des Bakongo contre les colonisateurs portugais dans la Bacia do Kassange, ainsi que la tumultueuse indépendance du Congo belge, influencent fortement les mouvements régionaux, y compris les groupes précurseurs du futur FLEC. Comme vous avez pu comprendre, un certain nombre de mouvements commencent à naître. Et comme c'est mentionné, il y a une sorte de révolution un peu partout. On est dans une époque d'indépendance. Je rappelle que même la République du Congo va avoir son indépendance dans ces mêmes années 60-là. C'est fondamental cette période. Et il y a aussi surtout cette révolte des peuples Congo un peu de manière générale. Et d'autres commencent à développer donc des idéologies potentielles pour réunir encore les Congos une fois de plus. Puisque la vision Congo est une vision qui émane d'abord de la perception que les gens avaient et encore de l'ancien royaume finalement. Nous allons lire ce qui est écrit en page 11. En 1961, la fusion de l'UPA d'Olden Roberto, d'Ethnie Sassala et du Parti démocratique de l'Angola, donc le PDA, au sein du Front national pour la libération de l'Angola, donc FNLA, provoque la création d'un gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil, GRAE, qui est reconnu par l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA, en 1963. Dès les luttes d'indépendance, les divisions se manifestent entre les mouvements qui prônent la rupture complète et ceux qui prônent la négociation. Certains groupes comme le mouvement de lutte pour l'indépendance du Cabinda, MLIC d'Alexandre Tati, rejoignent le GRAE, tandis que d'autres comme l'ABACO, déçus de voir le FNLA abandonner leur projet commun d'unification des peuples Congo, prennent leur distance avec l'UPA, le FNLA et le GRAE. Le point faible du MLEC de l'époque réside dans le fait qu'il ne représente qu'une mince élite côtière et par conséquent ne bénéficie pas d'un soutien des groupes de l'intérieur du Mayombe. En conséquence, l'année suivante naissent deux mouvements dans le Congo voisin. À Brazzaville, le Comité d'action d'union nationale cabindais, le CAUNC, dirigé donc par Enrique Thiago Nzita, d'ethnie Lindi, et qui va d'emblée se distinguer par son discours plus belliqueux et sa volonté de rattacher le Cabinda à l'un des deux Congos. Et à Pointe-Noire, l'Alliance du Mayombe, donc Aliama, dirigée par Eduardo Sonzinho, d'ethnie Yombe. Comme vous l'aurez compris, le plan est clair. Il faut trouver un moyen de rattacher le Cabinda
à l'un des deux Congos. On a donc justement l'Aliama qui a été créé à un moment donné. On a de l'autre côté le CAUNC qui a été créé aussi. Et ils sont en train de se poser justement la question à quel pays il va falloir justement rattacher. Mais bon, vous aurez compris, les deux ont été créés dans quel pays. Voilà, on va continuer à avancer. Il y a une volonté très claire justement de pouvoir faire du Cabinda un pays finalement francophone et de laisser le Portugal et le portugais d'ailleurs. Donc le CAUNC justement qui a été créé par Henrique Nzita qui lui-même avait été auparavant expulsé du Emelec en 1961 et il va donc justement dire le pourquoi est-ce qu'il a créé le CAUNC, je cite, pour lutter pour l'unification des Cabindais et leurs intégrations au sein de la grande famille Congo, l'abolition des traités de Ntimfuma, Chikamba et Simulambiko ainsi que la séparation de la question cabindaise du problème mongolais. Henrique Nzita veut à tout prix couper les liens entre le Cabinda et l'Angola parce que pour lui, ce sont deux États totalement différents. Et Henrique Nzita, bien entendu, va déclarer qu'il est ouvert justement à des négociations, à de potentielles coalitions avec le Emelec justement, où ils ont évoqué une idée de faire une sorte de référendum finalement pour que le peuple cabindais puisse choisir lequel des deux pays il fallait intégrer. Ils comprennent que c'est très complexe, il faut certainement intégrer un pays. La proximité tend beaucoup vers la République du Congo. Pourquoi? Simplement parce qu'il est beaucoup plus simple finalement pour le Emelec et le CAUNC de s'attacher au Congo parce que Cabinda est quasiment collé avec Pointe-Noire. Pointe-Noire où justement il y a un grand port où on peut acheminer de la marchandise, du matériel militaire, un peu tout ce qu'il faut. Pour le CAUNC, le Emelec, l'option principale sera surtout la République du Congo, qui est d'abord le Congo à cette époque. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre de se défendre beaucoup plus facilement. Et donc le président Fulbert Yulu, lui-même qui est d'ethnie Congo, comprend que cette idée est une idée magnifique et donc il va donc décider de réunir le Emelec, le CAUNC et l'Aliama. C'est donc à partir de là qu'ils vont fonder le FLEC. Le FLEC qui est donc le Front de libération de l'enclave du Cabinda. Ils vont fonder le FLEC le 4 août 1963. Or, vous l'aurez certainement pas oublié, juste après la création du FLEC, il n'a suffi que de quelques jours plus tard. On parle justement des trois glorieuses en République du Congo, le 13, le 14 et le 15 août 1963. Lui-même, Fulbert Yulu, finalement, va être chassé du pouvoir. Et il sera bien entendu remplacé par Alphonse Massamba Deba. Donc, les cartes sont remises à zéro, puisqu'à partir du moment où le FLEC a été créé, mais finalement, c'est Massamba Deba qui vient au pouvoir juste après une semaine, ça devient très compliqué. Massamba Deba, lui, vient avec une vision qui est totalement différente. Massamba Deba, ce qu'il veut, c'est la paix et la stabilité dans la sous-région. Il va donc faciliter l'implémentation du MPLA. Le MPLA que je vais citer, le Mouvement Populaire de la Libération de l'Angola, qui avait été créé par Agostinho Neto, le MPLA qui justement est dans une vision d'une Angola avec le Cabinda à l'intérieur comme partie intégrante, mais où ils évoquaient au départ justement une forme d'autonomie justement du Cabinda. Et donc forcément Massamba Deba avec son idéologie du socialisme bantou trouve que c'est une très bonne idée d'accompagner le MPLA dans cette manière de structurer les choses. Et donc le MPLA va vraiment prendre du terrain en République du Congo pour devenir de plus en plus puissant. Les Portugais trouvent cette ascension un peu gênante bien entendu parce que le MPLA qui est en train de se fonder totalement au niveau de Pointe-Noire a maintenant trouvé que la base arrière nécessaire va être plutôt Cabinda. Pourquoi? Simplement parce que le Portugal a le contrôle des aéroports, des ports de l'Angola. Forcément, le port de Pointe-Noire va devenir un point stratégique et avoir une base arrière comme l'Angola pour justement acheminer de la marchandise, mettre des hommes justement dans des camps. C'est le meilleur combo pour le MPLA. Donc d'avoir un homme comme Alphonse Massamba Deba qui permet justement que ça se fasse, pour eux, ce n'est que bénéfique. Le MPLA ne fait que profiter justement de toute cette situation. On parle justement de l'essoufflement du FNLA ou Graé, voilà. Tout ça a été dû justement à la défection de monsieur Alexandre Tati et aussi bien entendu de Jonas Savimbi qui lui va donc décider de son côté d'aller créer l'UNITA. L'UNITA qui va être son propre mouvement. Voilà, donc le premier problème c'est qu'on se rend compte qu'il y a un peu trop de mouvements. Chacun se bat pour sa raison. On ne sait pas pour quelle raison les gens se battent, mais il y a de tout. Il y a des gens qui veulent justement une indépendance totale du Cabinda. Il y en a qui parlent justement de lier le Cabinda au Zaïre. Il y en a qui parlent de lier le Cabinda au Congo. Il y en a qui sont en train d'évoquer le fait que le Cabinda doit être rattaché à l'Angola. Donc il y a un peu de tout et c'est le désordre. Nous sommes donc le 10 janvier 1967. Le FLEC va donc annoncer un gouvernement à Tchéla, une région qui n'est pas très loin du Cabinda du côté de la RDC. Pourquoi? Puisque comme Massamba Deba, lui, était en train de valider le MPLA, le FLEC est parti justement du côté de la RDC pour continuer à grandir et trouver les moyens justement pour être fort et potentiellement essayer de faire quelque chose sur la question du Cabinda. Le problème, c'est que le FLEC se tend en deux tendances. Il y a premièrement la tendance pro-américaine
qui est donc basé à Léopoldville, à Kinshasa, qui va être à ce moment-là dirigé par le fondateur du FLEC, lui, Franck Rank. De l'autre côté, on a la deuxième tendance du FLEC qui va rester du côté de Brazzaville. Et ça, c'est le FLEC qui est pro-français, qui est dirigé par Monsieur Enrico Thiago Nzita. Donc, on voit que finalement, il y a deux visions de FLEC. On a d'un côté le FLEC qui est plutôt dans une vision pro-américaine, de l'autre, un FLEC qui est dans une vision pro-française. Et donc, Thiago Nzita est celui qui va être à la tête justement du groupement militaire de FLEC-FAC. Mais l'entente ne va pas se passer comme prévu. Il va même justement créer son propre comité qui va appeler CRC à Pointe-Noire. Les Portugais sont en train de comprendre que Enrico Nzita va se lier avec le Congo. Le Congo qui est devenu indépendant depuis 1960 avec un certain nombre de chefs d'État qui essaient de mettre en place des choses qui veulent aussi jouer à la diplomatie. Et donc, ils vont arrêter Monsieur Enrico Nzita en 1968. Il faut comprendre un point clé. Si les FLEC sont en République du Congo et s'ils sont appuyés justement par la France, c'est parce que la France y voit un objectif justement d'aller récupérer le deal du pétrole qui se trouve au Cabinda. Comme je vous l'expliquais, le pétrole a commencé en 1954. Ils ont commencé à forer depuis 1956. La France voit une opportunité derrière le mouvement des FLEC-FAC pour le coup. Pendant que Enrico Thiago Nzita est arrêté, il faut savoir que à ces moments-là aussi, le Congo n'est pas dans un climat stable. Le Congo est dans un climat totalement instable puisque même le président de la République, Massamba Deba, est forcé de démissionner en septembre 1968. Massamba Deba qui sera donc remplacé en 1969 par Marien Ngouabi. Marien Ngouabi est clair sur la question du Cabinda. Et à cette époque, selon le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, il disait ceci, je cite, « Le président Ngouabi souhaite voir le Cabinda devenir indépendant avec l'aide du Congo et qu'à terme, cela pourrait aboutir à une union politique entre le Congo et le Cabinda. » Écoutez bien, une union possible entre le Congo et le Cabinda. Beaucoup de choses ont changé au Congo à cette époque, vous imaginez bien, puisque justement, on est en train de rentrer dans une forme de marxisme qui va bientôt se mettre en place totalement. Nous sommes donc dans les débuts des années 70. Le Congo n'est pas non plus dans un climat stable, je vous le rappelle. Il y a eu par exemple les tentatives de coup d'État sur Marien Ngouabi, notamment par Pierre Kingonga d'abord, appelé Siroko. Il y a eu justement aussi le cas de Ange Diawara, qui lui aussi, avec son mouvement M22, qui a essayé de faire un coup d'État contre le président Marien Ngouabi en 72. Le contexte est vraiment compliqué. Il n'y a pas eu trop de progression sur les activités politiques des FLEC depuis un certain temps, puisque justement, il n'y a pas de base arrière, il n'y a pas d'État qui puisse accompagner le Congo, n'est pas dans une forme de stabilité quelconque. Et je rappelle que dans le même temps, le Portugal lui-même rencontre un certain nombre de difficultés dans son pays. Donc le Portugal ne peut pas non plus venir mettre la pression, puisque la révolution justement qu'on appelle la révolution des œillets au Portugal va donc donner victoire le 25 avril 1974. Et cette révolution va même permettre justement un regain d'activité finalement de l'enclave. Et là, les cartes sont encore rejouées. Le FLEC finalement est en train de subir un certain nombre de choses. Vous vous rappelez, comme je le disais, il y a eu le cas de Fulbert Yulu qui a mis en place le FLEC, mais Fulbert Yulu qui a été dégagé, remplacé par Alphonse Massamba Deba, qui lui a remis les cartes à zéro. Le FLEC ne savait plus comment faire, le FLEC s'est divisé. Il y a eu Marien Ngouabi qui vient et qui change encore sa vision parce que Marien Ngouabi s'inscrit quand même dans cette vision finalement du FLEC. Et là, on se rend compte que finalement, c'est pas très simple parce que Marien Ngouabi s'occupe de la question politique de son propre pays et le Portugal, avec justement la révolution des œillets, rentre encore dans le jeu pour donner un peu d'espoir au FLEC. Donc le nouveau gouvernement portugais après la révolution va même donner à Enrique Nzita justement la possibilité de devenir libre. Il va sortir de prison. À l'époque, celui qui était en train de prendre des décisions, c'était Moudou Barata. Il va même leur donner une possibilité justement d'ouvrir justement une représentation du FLEC à Chihuahua. Et donc forcément, les FLEC vont prendre le contrôle petit à petit sur les territoires et bien sûr, ils vont se poser la question du pétrole. L'entreprise pétrolière qui se trouve là à ce moment-là, c'est la Gulf Oil Company. Et donc, les FLEC vont commencer à leur mettre la pression pour quitter. Bien entendu, la France voit tout ça de loin et la France continue à soutenir les FLEC parce que la France se dit « Ah, c'est le meilleur moment si les FLEC arrivent à faire partir justement l'influence des Américains avec leur Gulf Oil Company. Eux, ils peuvent potentiellement trouver un moyen de commencer à forer le pétrole à la place. » Vous avez tout de suite compris, hein, la France soutient principalement le FLEC parce qu'il y a une volonté de pouvoir forer le pétrole plus tard. Je vais lire un texte pour que vous puissiez comprendre. Mais l'attrait du pétrole cabindais éveille aussi l'appétit des autres puissances internationales, en particulier celui de la France, qui face au monopole des Américains et de la Cabinda Gulf Oil Company décide d'encourager l'émergence d'un nouveau FLEC au Congo. Sous la houlette du président Ngouabi, le FLEC rouge voit le jour à Pointe-Noire le 30 juin 1974 sous la direction de José Auguste, ancien directeur adjoint d'Elf ERAP, une filière Elf Aquitaine. Le 10 août 1974, Ngouabi ordonne le déploiement du FLEC rouge au Cabinda et Tchoufou est proclamé président du Cabinda libre à son arrivée à Chihuahua. Dans un discours devant une immense foule, il déclare le français langue officielle du Cabinda. Mais lorsqu'invité par la population locale, alors fortement lusitanisée, à traduire son discours en portugais ou en fiotte, Tchoufou, ne sachant s'exprimer dans aucune des deux langues, est hué et chassé par la foule. Le FLEC rouge se scinde et une fraction menée par Rank Frank décide de se rapprocher de Mobutu. Encore une
une fois de plus, comme vous avez pu comprendre là, ce que dit le texte, le FLEC rouge a été créé, la France est derrière tout ça. Et Marien Ngouabi envoie le FLEC rouge. Vous voyez même que celui qui est à la tête du FLEC rouge, c'était quelqu'un qui travaillait déjà à Elf. Elf que vous connaissez très bien justement, qui ferait le pétrole en République du Congo. Et vous connaissez les dégâts justement qu'il y a eu et le cas de la guerre de 97, mais nous y reviendrons. Marien Ngouabi avait décidé de mettre à la tête d'un mouvement pour le cabinet un homme qui ne savait même pas parler portugais. C'est un non-sens clairement. On ne comprend pas pourquoi est-ce que ce dernier avait été pris. Comme vous avez pu le voir, la division du FLEC va rapprocher forcément Rank Frank du côté de Mobutu, donc du côté du Zaïre. Bien entendu, le MPLA et l'Angola va donc comprendre que tout le monde veut s'arracher le Cabinda et donc ils ne vont pas laisser les choses se passer de cette manière-là. Il faut donc trouver tous les moyens militaires possibles. Quoi de mieux qu'aller chercher justement des Cubains. Et les Cubains qui sont très motivés avec cette époque, si vous vous rappelez, de Fidel Castro et du Che Guevara qui était mort quelques années avant. Nous sommes à une époque où Cuba justement évoque toujours la notion d'indépendance des peuples. C'est le meilleur moment. Le MPLA va donc occuper petit à petit l'enclave du Cabinda où ils vont commencer à installer justement des bases. Pourquoi est-ce qu'ils doivent installer des bases? Simplement parce que à cette époque, étant donné que l'Angola n'est pas directement relié au Cabinda, il faut qu'ils aillent pour s'installer, qu'ils aillent mettre des bases militaires directement au Cabinda pour pouvoir résister en tout cas aux potentielles personnes qui vont vouloir se battre justement sur la question cabindaise et évoquer la notion d'indépendance de celle-ci. Ils vont même établir une conférence, je cite, qui s'appelle la Conférence interrégionale des militants du MPLA, qui a été tenue justement en septembre 1974. Et c'est lors de cette conférence qu'ils vont justement déclarer Cabinda comme partie intégrante du futur État de l'Angola. Il convient quand même de préciser quelque chose. Dans les années 60, la conception du MPLA n'était pas totalement celle-là. La conception du MPLA, c'était justement d'évoquer l'autonomie du Cabinda. Mais nous sommes arrivés en 74, les choses ont totalement changé. Ils veulent maintenant que Cabinda soit directement rattaché à l'Angola et sans plus. Et vous avez justement M. Mabeko Tali qui évoque aussi le sujet. Je cite: « Le mouvement de la libération soutenait dans son programme l'idée d'une prise en considération des réalités locales, de manière à créer une entité au sein de laquelle le Cabinda et les autres régions disposeraient d'une très large autonomie suivant le modèle fédéral soviétique. » Et justement, c'est sur cette base que l'alliance était faite entre M. Alexandre Tatia avec son mouvement avec le MPLA. Donc on ne sait pas pourquoi est-ce que le MPLA a changé d'avis sur la question du Cabinda, mais beaucoup de gens avaient évoqué que c'était la question du pétrole, puisque la question du pétrole n'était pas forcément vraiment évoquée avant, mais lorsqu'on arrive dans les années 70, la question du pétrole est tellement fondamentale que le MPLA ne se pose pas la question qu'il faut à tout prix intégrer Cabinda. Bien entendu, il va y avoir un certain nombre d'attaques qui vont se passer pour toujours chercher à s'accaparer Cabinda. Je cite: « Fin octobre 1974, perçu comme trop sympathique aux revendications cabindaises, Barata est remplacé par un proche de Costa Gomes, dit l'animal rouge, alors au pouvoir au Portugal. Réputé proche du MPLA, ce colonel portugais, Lopes Alves, chasse le FLEC de l'enclave avec l'aide des forces armées populaires de libération de l'Angola, les FLAPLA du MPLA. Cet épisode marque la fin de la première période de la libération du Cabinda, qui se trouve à nouveau occupé par les FLAPLA et les troupes cubaines. Le Cabinda tourne sur occupation sur occupation. On occupe par-ci, les FLEC viennent, ils essaient, ensuite ça marche pas. Le MPLA vient, ensuite là les Portugais viennent accompagner le MPLA avec les FLAPLA. C'est un bordel sans nom, pardonnez-moi du terme. Le Portugal sait qu'il y a l'URSS, bien entendu, et Cuba qui sont en train de soutenir le MPLA. Il faut se remettre dans le match et il faut créer des conférences. Il faut trouver un moyen de réunir tout le monde. Et le Portugal va justement créer cette conférence-là qu'ils vont appeler donc les accords d'Alvor le 15 janvier 1975. Le but était de mettre fin justement à ces guerres d'indépendance. Les accords d'Alvor avaient plusieurs signataires. Les premiers, c'était le MPLA, donc qui était le Mouvement populaire de la libération de l'Angola, le Front national de la libération de l'Angola, le FNLA, l'Union nationale de l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, donc de Savimbi, d'une part, et le gouvernement portugais d'autre part. Bien entendu, les FLEC n'ont pas été invités, ils étaient exclus des accords. Et donc forcément, le traité en question évoquait que Cabinda était donc partie intégrante de l'Angola. Alors bien entendu que pour les séparatistes, c'était quelque chose d'anormal. Pour les FLEC, c'était quelque chose qui ne pouvait pas passer comme ça. La bataille va donc continuer malgré les accords. On va encore lire un petit texte. Début juin 1975, les États-Unis commencent aussi à manifester un intérêt grandissant pour le Cabinda. Le secrétaire de la Défense, James R. Schlesinger, fait remarquer: les États-Unis devraient songer à encourager la désignation de l'Angola. Un Cabinda contrôlé par Mobutu traduirait plus de sécurité pour nos ressources pétrolières. Déjà sponsor du FNLA, Mobutu organise une petite armée sous la houlette de Rank Frank du côté de Tchela, ce qui attira l'attention du New York Times, qui fait état à l'époque de quelques 800 à 2000 guerrilleros cabindais entraînés dans la forêt du Zaïre
à une centaine de kilomètres de la frontière cabindaise. Comme vous pouvez voir, Mobutu avait donc décidé justement d'envoyer 2000 hommes et aussi les Camagnola qui faisaient partie justement des élites des forces armées zaïroises à cette époque pour aller justement combattre pour le Cabinda, avec encore accompagnement de, bien entendu, des mercenaires français et américains. Pourquoi est-ce que les mercenaires français et américains vont travailler ensemble? Parce qu'ils se rendent compte que finalement, ils risquent de ne plus rien avoir sur le deal. Et donc, ils vont travailler ensemble pour accompagner. Et donc, c'est 150 mercenaires français et américains. Et bien entendu, l'invasion parrainée par Mobutu va se solder par un échec, encore une fois de plus. Et là, le 11 novembre 1975, le MPLA va donc proclamer son indépendance et inclure justement Cabinda à l'intérieur de l'Angola. Malgré que les deux Congos avaient soutenu les accords d'Alvor, le pressing continuait parce qu'ils trouvaient que c'était pas normal que les Cabindais n'aient pas la possibilité de décider d'eux-mêmes de leur propre destin. Je vais encore lire un texte qui est fondamental. Les deux voisins ne manquent pas de rappeler le droit à l'autodétermination du peuple cabindais et continuent d'appuyer leurs flecs respectifs, le flec rouge au Congo-Brazzaville et le flec de Rang-Franc au Zaïre. Au sein de la direction du flec, l'accord d'Alvor accentue davantage les divisions avec d'un côté Nzita insistant sur la nécessité de former une jeunesse combattante contre le MPLA, tandis qu'à Pointe-Noire, le flec rouge de Tchoufou tente de se restructurer sous la direction de l'ancien premier ministre congolais Alfred Raoul. Au départ, Marien Ngouabi est d'accord justement qu'Alfred Raoul puisse restructurer le flec rouge pour potentiellement lancer encore d'autres attaques au niveau du Cabinda, malgré tous les accords signés, malgré les indépendances déclarées. Mais subitement, Marien Ngouabi va demander à Alfred Raoul de tout arrêter, d'arrêter toutes ses activités avec le flec, immédiatement. Parce que Marien Ngouabi sent que le conflit avec les flecs peut emmener à un autre conflit beaucoup plus grand. Ils sentent que ce conflit peut se délocaliser justement, ou ça peut devenir un conflit avec le Zaïre, puisque nous sommes à une époque où le Zaïre et le Congo, le climat est tendu. Dans le même temps, la guerre civile va éclater en Angola. Et nous sommes en 75. Marien Ngouabi est justement en train de diriger avec un système marxiste-léniniste qui est justement aligné sur le bloc soviétique, tout comme le MPLA. Le MPLA, à son tour, lui, est en train de renforcer son influence au niveau de l'Angola, avec le soutien de l'URSS et de Cuba, bien entendu. Ils étaient en possession de devenir les principaux acteurs politiques après l'indépendance. Forcément, Marien Ngouabi se pose un certain nombre de questions, mais Marien Ngouabi a demandé d'arrêter le FLEC. En arrêtant le FLEC, Marien Ngouabi se rapproche forcément du MPLA d'une certaine manière, puisque Marien Ngouabi et le MPLA ont un lien direct, le Congo et le MPLA ont le lien direct, puisqu'ils sont tous les deux sous une forme d'influence de l'URSS. On pense très clairement que les soviétiques ont mis une certaine pression sur Marien Ngouabi pour pouvoir abandonner l'idée d'accompagner les flecs rouges qui allaient certainement lancer plusieurs assauts pour continuer à se battre pour le Cabinda. Marien Ngouabi va donc ordonner que tout le monde arrête toutes les activités possibles des flecs sur le sol congolais. Il va donc laisser Mobutu continuer ses activités si ça l'intéresse. Sauf que Mobutu Sese Seko, lui, devient un spécialiste d'échecs à ce moment-là. Je vais encore vous lire une petite portion pour comprendre. Désormais, seul parent du FLEC dans la région, Mobutu tente en 1976 une nouvelle fois d'annexer le Cabinda en s'appuyant sur les troupes du FNLA d'Olben Roberto. Mais celles-ci sont vaincues par les Flapla et les forces cubaines. L'industrie du cuivre zaïroise étant dépendante du chemin de fer de Bengueda qui relie le port de Lobito sur l'Atlantique au réseau ferroviaire de la province du Katanga et à la Zambie. Mobutu est alors contraint d'entamer des pourparlers avec le MPLA et le 20 mai 1976, signe un accord de cessation d'hostilité avec l'Angola afin de garantir l'accès au port angolais. Mobutu va donc finalement, après cet échec, comme vous avez pu le voir, trouver un moyen de négocier avec les Angolais pour qu'ils puissent toujours accéder au port. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les conflits vont s'arrêter là ou la méfiance va s'arrêter là, puisque un certain nombre de troupes se trouvent toujours au niveau du Zaïre. Notamment, on parle des FNLA, de l'UNITA et des flecs. Il ne va plus y avoir à ce moment-là de chemin de retour pour le Congo. Le soutien du MPLA va finir par s'enchaîner. On va lire un petit texte encore. Les divisions du mouvement Cabinda. Après l'euphorie de l'indépendance, le FLEC, privé de ses soutiens régionaux, tente le coup de force en lançant une attaque contre un cantonnement des forces angolais à Sanda Masala dans le nord de l'enclave en mai 1976. Une succession d'échecs vient raviver les tensions au sein du mouvement et le FLEC se scinde à nouveau en plusieurs factions en 1977. À ce stade, la faction Ndita, bien que présente à Tiowa, ne présente qu'une des multiples tendances du FLEC. En effet, suite à l'assassinat de Marien Ngouabi en 1977, le Congo-Brazzaville est désormais dirigé par le comité militaire du parti, dont les deux principaux dirigeants sont Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso, respectivement président et ministre de la Défense. Le nouveau régime militaire congolais se veut progressiste et se rapproche du bloc communiste. Sur ordre de Sassou, une rafle est organisée et plus de 400 cabinets sont écroués à la base aérienne de Pointe-Noire, sous surveillance des soldats cubains. Perçu comme responsable des déboires du mouvement du cadre militaire du FLEC, décide de se liguer contre Ndita et fonde
une nouvelle organisation, le commandement militaire de la libération du Cabinda, dirigé par Marcelino Luemba Toubi. Pour la première fois dans l'histoire du FLEC, des combattants fratricides ont lieu, opposant la tendance de Nzita, désormais appelée FLEC Force Armée Cabindaise, donc FLEC FAC, ou FLEC Noir, et le CMLC, faisant plusieurs centaines de morts. Les amis, comme vous avez pu voir, hein, je ne vais pas commenter forcément, vous avez pu comprendre, mais finalement, les guerres ne vont pas s'arrêter là, ça ne va faire que s'enchaîner. Il y a, comme je vous ai dit, des guérillas partout, des groupes de guérillas partout qui vont commencer à s'attaquer les uns les autres. L'option militaire n'a pour résultat que l'échec. Ce qui se passe en Angola, c'est juste une transposition de la guerre froide qui est en train de se passer finalement. Toutes les tentatives de négociation n'ont fait que subir des avortements. Les Cubains ont quitté l'Angola en 1991. D'autres mouvements vont encore continuer à naître malgré ça. Il y a un certain nombre de groupes de guérillas qui vont semer la terreur. Vous allez pouvoir voir une image qui vous représente tous les groupes de guérillas qui existaient alors qu'on se retrouve dans un petit espace qui est Cabinda avec autant de groupes de guérillas. Vous imaginez le niveau de rébellion. L'Angola forcément va affirmer sa puissance sur la région du Cabinda. Mais les rébellions, malgré le fait que diminuer, ont toujours continué à mener un certain nombre d'exactions. La situation est tellement restée tendue pendant longtemps jusqu'à ce que les FLEC ont même causé des gros dégâts. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'était passé pendant la Coupe d'Afrique en 2010 lorsque les FLEC ont attaqué justement le bus des joueurs togolais où justement ça avait donné quelques personnes qui justement étaient tuées lors de cette attaque. Les joueurs togolais devaient justement passer par Pointe-Noire Cabinda pour rejoindre leur stade. Ils ont été attaqués par les FLEC. Il y a eu des morts. Et donc depuis, les Angolais avaient mis en place des forces armées pour finir avec ces FLEC qui continuaient toujours à faire la révolte. Vous avez quelques informations importantes que je vais vous montrer justement en fonction des dates. On peut voir sur 2004 la création du Palambanda. En 2010, c'est ce que je viens de vous évoquer sur l'attaque. En 2011, il y a eu justement l'incursion à répétition des FA dans le Congo voisin. En février 2016, la reprise des hostilités encore dans les enclaves, c'était très compliqué. Il y a eu des raids encore sur les plateformes pétrolières du Cabinda, là récemment en 2016. Il fallait que Henrique Nzita puisse mourir en juin 2016 pour qu'on puisse avoir une autre vision des choses sur la question du Cabinda. Les amis, c'est comme vous pouvez le comprendre, c'est quelque chose qui a donné beaucoup de dégâts. On peut avoir des analyses totalement différentes finalement sur ce sujet. Si le Congo n'avait pas lâché les FLEC à un moment donné, peut-être qu'ils allaient rentrer dans ce conflit qui a duré aussi longtemps. Peut-être que le Congo allait être en conflit avec l'Angola jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en sait? On peut aussi se dire, mais si Marien Ngouabi n'avait pas mis à la tête justement du FLEC rouge un homme qui ne savait pas parler portugais, peut-être qu'à l'époque de cette déclaration d'indépendance, le Congo allait justement prendre cette région justement du Cabinda, ou en tout cas du moins pouvoir négocier avec. Qu'est-ce qu'on en sait? Si le Congo n'avait pas lâché le FLEC justement pour s'allier avec le MPLA, peut-être que justement ça n'aurait pas permis au MPLA de venir justement soutenir un certain nombre de personnes au Congo lors de la guerre de 97. Et peut-être que l'issue allait être totalement différente. Mais les amis, comme vous savez, on ne refait jamais l'histoire. On ne pourra jamais refaire l'histoire. Il faut qu'on la prenne telle qu'elle. Ce que vous devez retenir, les amis, c'est que le Cabinda n'appartenait pas au Congo et n'a jamais appartenu au Congo. Cessez donc de dire que Marien Ngouabi aurait vendu le Cabinda au Congo. Marien Ngouabi avait fait un certain nombre de choix, mais il n'était pas propriétaire du Cabinda. Le Congo n'a jamais été propriétaire du Cabinda. On entend souvent des gens répéter ce genre de choses, c'est très grave et c'est dommage que justement que les plus jeunes continuent eux aussi à croire des choses alors qu'ils n'en comprennent pas le contexte. Le Cabinda était un territoire qui voulait l'indépendance, le Congo a essayé de soutenir le Cabinda à un moment donné et puis finalement le Congo a soutenu le MPLA, c'est tout. Et le soutien du Congo, bien sûr motivé par la volonté de la France d'aller forer le pétrole, c'est ça la réalité dans le fond, arrêtant de nous voiler la face. Nous savons qu'effectivement il y avait un certain nombre d'idées, notamment ce qu'on a évoqué, l'alliance du Mayombe, donc l'Aliama, mais en réalité il y avait beaucoup trop de groupements qui se créaient, beaucoup trop de partis qui se créaient que ce n'était pas possible que ça se passe dans la manière la plus simple. Et on sait aussi que justement l'URSS a certainement mis de sa pression sur le Congo afin que le Congo puisse arrêter de soutenir le FLEC. C'est comme ça malheureusement l'histoire. Mais en aucun cas il a été mentionné quelque part que le Cabinda faisait partie du Congo. Le Cabinda voulait gagner son indépendance. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Le Cabinda se retrouve aujourd'hui comme partie intégrante de l'Angola. Alors je ne suis pas cabindais, je ne sais pas quel est le sentiment que peut avoir un cabindais par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il y a des cabindais aujourd'hui qui évoquent encore cette notion d'indépendance? On n'est pas sûr qu'un jour ça va rester dans le calme. En tout cas, ce qui est sûr les amis, pour comprendre un peu ce contexte, j'ai essayé de prendre de l'histoire pour en arriver jusque là. J'espère que vous avez compris. Essayez maintenant vous à votre tour de partager cette histoire aux plus jeunes et qu'on arrête de répéter des choses qui ne sont pas vraies. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si j'ai fait les erreurs, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus aussi à donner vos arguments en commentaire, vos compréhensions, vos incompréhensions en commentaire. Je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de nous soutenir aussi quand vous le pouvez en rejoignant la chaîne. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Imeni.